pour aborder cette dernière partie de l'après-midi. Donc vous avez vu que on a effectivement quelques personnes qui ont pris beaucoup de notes, sauf Arnaud. Il a tout dans la tête. Voilà, donc merci de nous rejoindre parce que je sais que les uns et les autres, vous avez aussi des emplois du temps qui sont très contraints. Alors, j'ai la chance d'avoir Madame Abbassia Hakem. Bonjour Abbassia. Ouais, alors on n'a qu'un deux micros, donc on va partager les micros. Je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Nantes. Vous avez été appelée par Jean-Marc Ayrault en 2008. Oui, je vous l'ai dit, mais c'est pas vraiment. Ouais, mais moi je répète quand même. Ouais. Et puis donc vous poursuivez vos mandats aujourd'hui avec Johanna Roland. Voilà, on va revenir sur tout ce qui a été décrit. Juste comme ça, le fait déjà d'être installé en agora plutôt que sur la scène, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah ben moi je trouve que c'est plutôt agréable, puisque ça incite à la conversation plutôt qu'à une information descendante. Et puis, je ne vous cache pas qu'être ici, dans le centre socio-culturel du Jamais, j'ai une petite pointe d'émotion, puisque je suis évidemment adjointe à la solidarité et vice-présidente du CCS, mais je suis également adjointe sur le quartier Bellevue-Chantenay-Sainte-Anne, dont je suis originaire d'ailleurs, Bellevue, et que c'est un quartier en plein renouvellement urbain, où la question, évidemment, du développement urbain est une question extrêmement importante. Il y a une transformation, mais c'est un projet global, puisque toutes les questions de cohésion sociale, de rendre ce quartier attractif et plus populaire, notamment avec la question de la transition écologique aussi, sur des quartiers comme ceux-là, qui datent des années 70 et qui ont besoin aussi de pouvoir évoluer. Et puis je vous dirais simplement aussi que c'est un quartier où il fait bon vivre, malgré tout ce qu'on peut entendre, évidemment, et on ne peut pas le nier, hein, les questions de sécurité d'île et compagnie. Pour autant, c'est un quartier vert, où on peut circuler, avec des équipements publics importants, et que, en tous les cas, je le dis parce que ça contribue également à l'accès au droit. C'est-à-dire que quand on a, voilà, parce que comme on a une mairie annexe, enfin une maison de service, on a des équipements sportifs, une maison de santé, voilà, je pense que c'est important de le dire, puisque, pardon, une médiathèque, un équipement sportif qui va être bientôt inauguré, qui va être livré là dans quelques mois. Tout ça pour vous dire qu'en tout état de cause, on crée les conditions pour faciliter l'accès aux personnes qui habitent sur notre territoire, et aussi d'ailleurs, de pouvoir faire valoir leurs droits évidemment à vivre, mais leurs droits à l'accès à la culture. On va revenir sur ça, voilà. Mais c'est évident effectivement que ce sont des lieux, en tout cas qui permettent le lien. D'ailleurs, on est dans une très très belle salle ici et on est très très bien accueillis. Je laisse le micro à Monsieur Alemani. Ah ben je sais pas. Jérôme. Oui, alors du coup, si vous pouvez partager le micro. Merci beaucoup et merci Monsieur Alemani aussi de donner un petit peu de temps, de ce temps précieux. Donc vous êtes vice-président du département de la Loire-Atlantique et puis pour introduire un peu les débats, vous arrivez avec une bonne nouvelle. Quand on a préparé notre futur échange, vous m'avez dit que malgré les temps difficiles, vous n'arriviez pas avec des coupes budgétaires à annoncer, notamment sur tout ce qui est lié au social, à cette dynamique autour des droits. Disons que merci d'abord pour votre invitation et puis à tous les organisateurs pour cette proposition, parce que je dois le dire, sans flagornerie, des moments de réflexion sur l'accueil, sur l'accès aux droits, sur l'universalité, il n'y en a pas beaucoup. Donc je le dis, c'est bien que ce soit partagé. Oui, je suis très heureux d'être également ici. Je suis élu de ce quartier également. C'est départemental, je l'ai été d'ailleurs dans un mandat précédent avec Abbassia, donc je suis en pays de connaissance. Je ne retire rien à ce qu'elle a dit sur la qualité de vie dans ce quartier, où ce type d'équipement où on est aujourd'hui fait partie et constitue l'infrastructure pour une vie associative, pour l'engagement citoyen,
pour tout un tas de propositions. Et c'est ça qui fait l'intérêt, je pense, de vivre ici à Bellevue. Oui, le département, alors, il connaît les difficultés financières liées à la baisse de ses recettes. Donc je vous corrige un peu. Malheureusement, il y a des baisses de subventions, de soutien, d'actions. Néanmoins, on ne renonce pas à innover, d'une part, et on ne va pas faire d'économie sur l'accès aux droits des personnes. On ne renonce pas à innover parce qu'on trouve des partenaires. J'en ai un à ma gauche, l'État, mais il y a aussi le Fonds social européen. Et quand on s'engage à plusieurs, ben on peut financer des actions nouvelles. Et typiquement, cette année, on crée au département une équipe mobile de travailleurs sociaux qui va se déplacer dans les accueils de jour pour rencontrer les personnes à la rue. Il revient juste après, le temps de finir le tour de table, mais effectivement, c'est nouveau. Absolument. Et là, j'entendais parler d'aller vers, on est vraiment dans ça. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne franchissent pas les portes de nos institutions, pour qui c'est synonyme de défiance. Et donc, il faut pour, je dirais, ouvrir les droits, aller à leur rencontre, aller sur le terrain, sortir des bureaux. Vous me direz pourquoi, tout à l'heure, ça n'arrive que maintenant. Voilà, mais je veux bien que vous passiez le micro, effectivement, juste à côté de vous, François Gauthier. Bonjour François Gauthier. Donc du coup, vous êtes, je vais y arriver, commissaire à la lutte contre la pauvreté pour la préfecture du Pays de la Loire. Et c'est bien parce que vous avez aussi participé aux tables rondes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Peut-être, est-ce que ça arrive de temps en temps? Bien sûr, j'imagine quand même que vous assistiez et participiez à ce genre de rencontres. Mais qu'est-ce que ça vous a inspiré particulièrement aujourd'hui autour de l'accès au droit? D'abord, merci et félicitations à tous les organisateurs et très heureux d'être avec vous et de pouvoir aussi partager cette table ronde où on peut croiser nos regards entre institutions qui concourent à l'accès au droit. J'étais effectivement sur le groupe 4 tout à l'heure qui portait justement sur la question de la coordination de l'accès au droit, qui est un sujet qui est complexe. On peut se regarder aussi entre nous en se disant comment est-ce qu'on améliore la question de la coordination de l'accès au droit. Ça peut paraître simple sur le principe. En fait, c'est assez redoutable de se dire comment est-ce que, pour mieux lutter contre le non-recours aux droits sociaux aujourd'hui, et je le dis d'autant plus que dans mon passé, j'ai été chef du bureau des minima sociaux au ministère des Affaires sociales. Et donc mon rôle, c'était de suivre la politique du RSA, de la prime d'activité, de l'allocation adulte handicapé ou encore d'autres prestations. Et ce que je porte, en tout cas, dans les missions de commissaire à la lutte contre la pauvreté, qui vise à mettre tous les acteurs autour de la table, c'est précisément de ne pas avoir une logique trop désincarnée et une logique trop déshumanisée de nos prestations sociales. On y reviendra probablement dans les échanges par la suite. Nos systèmes de protection sociale, ils fonctionnent bien en France. Enfin, c'est d'abord peut-être même le premier message que je pourrais passer sur ce volet-là, y compris ici au sein de la métropole. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais j'en donnerai juste un. Dans la métropole de Nantes, on sait qu'on a 74 000 personnes qui sont en situation de pauvreté. Ça fait que la métropole de Nantes est plutôt mieux positionnée par rapport à d'autres métropoles, mais ça reste un défi essentiel. Et si on n'avait pas notre système de protection sociale, qui est collectif, qui est notamment via les prestations de solidarité, évidemment le RSA, financé par le conseil départemental qui joue un rôle clé, mais aussi la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, les aides personnelles au logement qui sont financées par l'État, et ben on sait qu'on aurait 40 à 45 000 personnes en plus qui seraient en situation de pauvreté. Donc, je voulais d'abord commencer, y compris en résonance avec la table ronde qu'on avait sur la question de la coordination de l'accès au droit, par partager cet élément. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses à faire derrière sur la question de l'amélioration de la lutte contre le non-recours et de la coordination de l'accès au droit. Oui, parce que d'abord rappeler quand même que c'est un point. Pour vous donner un chiffre, on sait aujourd'hui qu'à peu près 30% des personnes qui devraient toucher le RSA, a priori, ne l'ont pas en fait. Oui. On est même, pour vous donner quelques éléments, sur le RSA, on est entre 30 et 40%. Sur la prime d'activité, on est probablement à peu près sur le même taux. Mais si je vais sur une autre prestation, qui est le minimum vieillesse, qu'on appelle l'allocation spécifique de solidarité pour les personnes âgées, on sait qu'on est probablement plus proche de 50%, entre 40 et 50%. C'est évidemment un défi collectif qu'on a, a fortiori dans un département et dans une métropole qui est
plutôt mieux positionnés que d'autres en matière de lutte contre la pauvreté, mais on sait qu'on peut aussi aller plus loin et qu'il y a des actions, mais on va discuter justement cet après-midi. Merci beaucoup. À vos côtés, et bien du coup Arnaud Scala, et bonsoir Arnaud. Bonsoir et merci pour cette invitation. Vous êtes de la mairie de Saint-Herblain, fonctionnaire territorial. C'est ça. Et vous avez notamment suivi, ou vous suivez, vous êtes sur le dispositif France Service. Oui, je suis responsable d'un service qui s'appelle Relations aux usagers et médiation numérique, qui a vocation sur le mandat qui est en cours à déployer 4 pôles de services publics, dont un qui accueille un espace France Service. Là, c'est un peu à la croisée de tous les enjeux qu'on a évoqués là, et puis des échanges que j'ai pu saisir sur les tables rondes. Il y a médiation, il y a relations aux usagers, il y a médiation numérique. Donc voilà, on verra peut-être comment ces enjeux se croisent et comment on anime un peu les équipes de professionnels qui sont à l'œuvre. On va y arriver. Juste avant ça, je redonne le micro à François Gauthier. Il n'était pas au courant, mais cette question me taraude depuis quelques années, puisque j'ai participé au grand débat initié par M. Emmanuel Macron. Ça, c'était donc du coup après les Gilets jaunes et avant le Covid. Il y a eu des cahiers de doléances. Voilà. Et pourquoi, dans certains territoires, ils sont aujourd'hui archivés sans qu'on puisse y avoir accès. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est, on se pose la question et on le regrette amèrement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça pour redonner peut-être et réinstaller la confiance? Alors, je suis désolé, je ne vous ai pas prévenu, mais... Non, mais voilà, sur la question spécifique, je ne peux pas vous répondre. Après, je sais pas, j'imagine qu'il y a quand même un cadre de l'accès aux droits. On l'évoquait avec la déléguée des défenseurs des droits ici, y compris sur les commissions d'accès aux droits administratifs. Donc j'imagine qu'il y a quand même des éléments à faire. Néanmoins, ce que je peux vous dire sur ce volet-là, c'est que ça pose la question de l'association des personnes accompagnées dans les dispositifs, qui a été relevé tout à l'heure comme un point essentiel, qui est vraiment un point quand nous, les commissariats de lutte contre la pauvreté, on porte au quotidien, de savoir comment construire, y compris dans les dispositifs d'accès aux droits, des dispositifs qui prennent en compte la parole des usagers, mais en particulier des personnes en situation de vulnérabilité. Et vous dire que les démarches qu'on porte, et par exemple le pacte des solidarités, qui est la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement, on a à cœur de soutenir des initiatives, comme on en parlait tout à l'heure avec les collègues de l'URIOPS, le Conseil régional des personnes accompagnées, qui sont des institutions clés, qui peuvent permettre de porter la parole des personnes accompagnées. Je pense que ce qui avait été aussi beaucoup évoqué dans ces échanges, c'est notamment cette question du droit à l'erreur, qui est revenue tout à l'heure dans l'intervention des droits. Je pense que ça, c'est un point essentiel qui a été en fait inscrit dans la loi, on en parle peut-être pas suffisamment, mais il est ancré et il existe, mais on n'arrive probablement pas suffisamment à l'appliquer. Peut-être aussi parce que c'est une question de changement de posture et de confiance aussi vis-à-vis des personnes accompagnées. Et ça nous interpelle évidemment tous, mais que ce soit évidemment les organismes de protection sociale, mais aussi nous en tant qu'institution publique, dans la manière dont on fait évoluer l'association et le recueil de la parole sur ce point. Merci beaucoup. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Madame Hakem, et je veux bien qu'on se distribue le micro. On viendra après sur les ateliers, mais quand on a évoqué ce colloque sur l'accès aux droits, vous m'avez mentionné l'une des dernières études IFOP sur laquelle vous avez retenu, en fait, autour de la perception de l'action sociale par les citoyens. Et vous disiez, quand on a discuté, que autant la priorité il y a 2 ans, c'était l'énergie, autant aujourd'hui, c'est en numéro 1, alors je n'ai pas vérifié, mais l'éducation et le logement qui sont, voilà, et la santé. Voilà, c'est quelque chose qui nous redit quand même l'urgence de veiller effectivement à l'accès aux droits, y compris l'éducation, je parlais pour les enfants peut-être en situation délicate, mais plus largement, et le logement. Alors c'est un baromètre qui a été réalisé par l'IFOP, l'Institut de sondage IFOP. Il l'avait déjà fait il y a 18 mois sur les politiques sociales aujourd'hui. Et ce nouveau baromètre, en fait, a réinterrogé un panel de personnes sur quelles étaient leurs priorités. Vous disiez, il y a 18 mois, c'était plutôt l'énergie et l'alimentation, parce qu'on sortait d'une crise, et puis une crise inflationniste, et puis une crise aussi précarité alimentaire assez conséquente, qui persiste toujours d'ailleurs, mais sans doute qui est prise en charge, en tous les cas, d'une manière différente. Et là, sur les trois points qui sont sortis, c'est 1, la santé,
et je pense que c'est un enjeu extrêmement important, l'accès aux soins, la question de la santé mentale, la question de la santé mentale, notamment chez les enfants et les adolescents. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération, de l'éducation. Parce que, évidemment, pour préparer le citoyen de demain, il faut lui donner les moyens de pouvoir s'instruire, s'épanouir, s'émanciper dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. Et je pourrais en dire 2 mots sur ce qu'on développe au niveau, évidemment, du département, mais particulièrement au niveau de la ville. Quand on pense qu'ici, on a un taux de chômage extrêmement important, avec un taux de pauvreté aussi important. Nous avons aujourd'hui, sur les 3 écoles qui sont sur notre territoire, 3 écoles en réhabilitation ou complètement terminées. Donc avec un investissement assez fort pour donner des conditions d'enseignement optimales à la fois pour les enseignants, mais également pour les enfants et surtout, j'allais dire, pour les enfants. Donc la question de l'éducation est extrêmement importante. Et puis la question du logement. Nous sommes également, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise du logement énorme aujourd'hui et que le droit, l'accès au logement aujourd'hui, il est remis en cause puisque tout le monde ne peut pas y accéder. Quand on a des personnes dans les hébergements d'urgence ou dans des hébergements précaires en attendant de pouvoir accéder au logement classique, au logement social, et bien là où on était 6 mois, maintenant on est à 18 mois et sans doute que dans la salle, vous le savez mieux que moi puisque vous accompagnez les personnes. Donc cette question-là, elle est extrêmement importante et je pense que tout ce qui peut être mis en place aujourd'hui, à la fois avec l'État, mais à la fois avec les collectivités, que ce soit le département, que ce soit la ville, mais également la région, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un engagement de ce point de vue-là, permettra sans doute de lutter contre un droit qui est mis en péril, notamment d'avoir un toit sur la tête. Alors, on va en parler beaucoup de l'interconnexion entre les différents services, mais juste avant ça, Monsieur Alemany, vous disiez tout à l'heure que vous êtes sur un nouveau dispositif, Aller Vers, voilà, avec 4 travailleurs sociaux, c'est bien ça, 3, j'ai bien le micro, qui donc sont aujourd'hui dans cette démarche d'aller vers. Oui, d'aller vers les personnes et d'aller dans les accueils du jour, notamment ceux gérés par la ville de Nantes, les associations et autres. Dans la salle, effectivement, on sait que les personnes à la rue, en situation de rue, sont reçues, sont écoutées. Et on va, la mission qui est confiée à ces travailleurs sociaux, c'est de vérifier que les personnes ont ou n'ont pas encore ouvert les droits. On parle de RSA, on parle d'allocation handicapée, on parlera de minimum vieillesse, effectivement. Et ça, c'est donc du coup ce que vous disiez, un nouveau dispositif, avec une question forcément qui est la mienne. Pourquoi ça n'arrive que maintenant? Je suis désolé. Avant de venir, j'ai vérifié la carte de nos implantations. Et ici, à 1,5 km des rayons, on a 3 implantations. Le département a 3 espaces départementaux des solidarités. Un sur le pôle des services publics de Chantenay, un autre à l'immeuble du DRAC, ici avec l'équipe de quartier, un autre à Saint-Herblain, rue de Saint-Serment. Dans ce périmètre de 1,5 km, il doit y avoir 30 à 40 travailleurs sociaux. Et on dit, voilà, on est bien, on est auprès des publics qui ont besoin. Et c'est la même chose, je pourrais parler d'Herbaguer, je pourrais parler des autres quartiers. Et malgré ça, on sait que dans ce périmètre, il y a des gens qui ne viennent pas nous voir, qui ne franchissent pas la porte des services publics, pour qui le mot ou l'image de l'institution, ça fait peur. Et je dois dire, parce que Clémence, qui nous a quittés, défenseur des droits, évoquait ce sujet, quand la loi plein emploi pose désormais des conditions, une contrepartie à l'ouverture du RSA, évidemment, on peut être tenté de se dire ça ne va pas inciter les gens à davantage frapper à la porte et à davantage demander de l'aide. Il y a aussi dans cette volonté politique d'afficher qu'il y a des droits et des devoirs, oui, mais si on commençait par ouvrir vraiment tous les droits avant de mettre des contreparties et des conditions. Donc nous, on est engagés dans l'expérimentation de la loi plein emploi en Loire-Atlantique, mais on l'a fait
avec nos collègues d'Ille-et-Vilaine et du Grand Lyon, en étant très clairs vis-à-vis du gouvernement, en disant nous, on veut bien tester cet accompagnement renforcé, mais on ne le fera pas en contrepartie d'heures d'activité. Et sans doute que ça devait intéresser le gouvernement, puisqu'il nous a dit d'accord, essayez donc ça. Et donc voilà, on le fait sur le territoire de Saint-Nazaire, mais à notre façon, avec nos visions, avec nos valeurs. Il y a peut-être qu'on peut demander à l'État, un représentant de l'État, ce que vous en pensez quand on entend ça, effectivement cette initiative, comment l'encourager, comment aller beaucoup plus loin, comment... Alors peut-être justement sur la question de la loi plein emploi, vous savez que les droits et devoirs, ils existent depuis la création du revenu minimum d'insertion en 1988. C'est pas aujourd'hui qu'on les a institués. Ça résulte d'un débat politique, qui est un débat du curseur qu'on met sur l'obtention des droits. Est-ce qu'on reste sur des droits quérables ou on rend automatique l'accessibilité à certains droits? C'est un débat qui existe. Et puis du consensus social qui existe sur cette question précisément de la limite et des droits et devoirs. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à la fois, évidemment, il y a un cadre d'adaptation qui est permis, y compris dans les expérimentations actuelles qui permettent ce volet-là, et plus précisément sur le projet qui a été porté, je pense que c'est un bon exemple sur la question de l'accès aux droits, notamment en lien avec les accueils de jour, de dire que on porte, alors en tout cas dans le cadre notamment de ce pacte des solidarités, une logique de renforcement de l'accès aux droits, dans le cadre de démarches qu'on appelle 100% accès aux droits. On expérimente d'ailleurs dans la région des territoires zéro non-recours, qui ne sont pas ici à Nantes, qui sont en Maine-et-Loire, à Chevigny-en-Anjou et en Vendée. Mais normalement, les actions en fait, qu'on porte conjointement pour peut-être faire le lien avec la question de la coordination de l'accès aux droits, qu'on cofinance concrètement en se mettant autour de la table, d'une part avec le conseil départemental dans le cadre du contrat local des solidarités qui formalise un peu ses engagements sur la question de l'accès aux droits, mais également avec Nantes Métropole, où on porte une convention qu'on appelle un contrat métropolitain des solidarités. Ça, c'est des exemples d'actions concrètes où concrètement État et collectivités se sont mis autour de la table sur la base de projets qui étaient inventés pour pouvoir soutenir financièrement. Et c'est pas des montants qui sont limités. Sur ce volet-là, c'est un point important. Et c'est des choix d'ailleurs stratégiques qui sont faits d'une part par notre métropole et par le conseil départemental de mettre l'accent sur cette question de l'accès aux droits. Et dans ce cadre-là, nous, on le soutient également financièrement. Alors, je crois qu'il y a 2 précisions qui vont arriver. Oui, moi je ne veux surtout pas polémiquer avec François Non, Gauthier. non, ce serait dommage. Au fonctionnaire, il représente l'État, il ne peut pas dire tellement d'autres choses que ce qu'il a dit, mais moi je suis un élu, donc je peux me permettre de dire qu'il y a des prises de position politiques, voilà, que je critique et que je dénonce. Le RSA, c'est un dispositif de solidarité, comme le minimum vieillesse, comme l'allocation adulte handicapé. Nous, notre conception de la solidarité, c'est que la solidarité, elle va à ceux qui en ont besoin et je dirais sans contrepartie. Est-ce qu'on va demander aux personnes âgées bénéficiaires du minimum vieillesse de rendre des heures, etc. C'est ça qui est profondément choquant. La solidarité, le S de RSA, c'est solidarité. Et donc, voilà, je vais dans le sens des paroles de la défenseur des droits. On avait un droit qui était universel, non pas inconditionnel, je vous rejoins, universel, et là, on commence à le raboter insidieusement, on commence à introduire l'idée que il y en a qui mériteraient plus que d'autres de le percevoir. Et ça, on est radicalement... Écoutez, je partage ce que vient de dire Jérôme Alemany. Évidemment, François Gauthier ne peut pas se permettre de le dire, mais ce qui est quand même terrible, c'est que cette mesure, cette proposition a été faite dans un esprit quand même assez délétère, puisque on laissait supposer que des gens en profitaient et que voilà, ils ne voulaient pas aller travailler. Donc moi, je peux pas entendre ça. Surtout aujourd'hui, parce que quand on touche 500, voilà, je peux vous dire que je défie quiconque ici de terminer son fin de mois, une fois payé le loyer, l'électricité, quelques petites choses, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et puis je voulais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je pense que pourquoi aujourd'hui le département y va, mais pourquoi les collectivités mettent en place des lieux, des points d'information pour accompagner les personnes pour leur accès aux droits, etc., ou des accueils dans les mairies annexes,
des accueils CCAS pour pouvoir ouvrir des droits, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une augmentation. Vous avez parlé du nombre de pauvres sur la métropole, mais à l'intérieur, il y a aussi un décalage entre les pauvres. Et que cette question-là, il faut aussi qu'on la prenne en considération, parce que sinon, on pêche. Et puis, je crois qu'il y a un mot qui est... Jérôme a parlé de solidarité, et moi, je parlerai de dignité. Parce qu'aujourd'hui, si les personnes ne viennent pas facilement vers les CCS, quoique c'est en train de changer en fait, parce que la réalité, toujours dans ce baromètre qui a été fait par l'IFOP, ce qui a été mis en avant, c'était que c'était le bloc communal qui était la première porte d'entrée en fait pour les personnes. Et que c'est pas l'État, c'est pas le député, c'est pas X ou Y, c'est le bloc communal. Et ça me semble extrêmement important parce que ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes sur un territoire où nous avons des engagements pour répondre aux difficultés des personnes et lutter contre le manque de Alors justement, ça me fait une jolie transition vers Arnaud Scala, parce que je pense que autour... on va justement peut-être essayer, non pas de vous mettre d'accord, parce qu'on n'est pas là pour ça, et puis on aime bien des désaccords aussi autour de la salle, mais je pense qu'il y en a aussi pas mal, c'est pas le souci. Par contre, des solutions, ça nous intéresse. J'en ai entendu une à ma gauche. Arnaud, vous en avez une autre. En tout cas, vous arrivez avec ce dispositif France Service. On peut peut-être juste le présenter d'une seconde. Je sais que c'est beaucoup revenu dans les ateliers en disant enfin France Service. Après, on reconnaît aussi que France Service ne peut pas tout. Et moi, j'aimerais revenir sur ce problème existentiel de l'interconnexion de l'ensemble des dispositifs qui existent, parce que je pense que c'est une des clés. Alors, France Service. On voit bien que ça croise un peu tout ce qui se dit là, tout ce qui s'est dit dès les premiers témoignages, où on avait un témoignage sur un guichet unique. Voilà, donc, la France Service, c'est un dispositif qui est voulu par l'État et qui est le fruit d'une démarche volontariste de la structure qui le porte, en partenariat avec les 9 opérateurs qui composent le bouquet de ce qui est proposé dans les France Services. Ces 9 opérateurs, c'est les principaux opérateurs des services publics, Qui, par exemple, qui font le quotidien des personnes, Pôle emploi, France Travail, la CAF, la CNRM, la CARSAT, le ministère de l'Intérieur, l'Infojustice, la MSA, la Poste. donc ça fait déjà un certain nombre... Là, on voit bien qu'on a un certain nombre de services du quotidien, puis aussi d'une entrée un peu d'événements de vie qui se retrouvent là. Ces structures-là proposent un accompagnement de premier niveau. Il ne faut pas se tromper sur vous le rappeliez, c'est pas magique, France Service. Les agents qui animent cet accueil-là et cet accompagnement-là ne deviennent pas évidemment des instructeurs polycompétences experts en finances publiques, en titres sécurisés et en retraite. Donc ils apportent un premier niveau de réponse aux usagers. C'est aussi un lieu d'inclusion numérique. Donc là je repense aux propos qu'on a tenus en introduction sur la question de la dématérialisation. C'est aussi une réponse à la dématérialisation. Et passer ce premier niveau, la force du dispositif, c'est de s'appuyer dans chacun des opérateurs sur une charte d'engagement, d'avoir un interlocuteur. Et pas de renvoyer, de limiter l'errance administrative, pas de renvoyer d'un accueil à un autre. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive enfin sur cette notion de guichet unique? Alors, le guichet unique, c'est une définition qu'il faudrait peut-être inscrire. Définir. Oui, voilà, déjà, de manière plus académique peut-être, mais si on entend par là d'avoir dans le même endroit des experts de tous les opérateurs en permanence qui vont finaliser votre dossier à 100% tout le temps, non, on n'est pas dans ce contexte-là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui empêche d'y arriver? Le niveau de polycompétence qu'il faudrait entretenir et maintenir, et qui serait potentiellement peu efficient si on devait le déployer de cette manière-là. Et là, le dispositif France Service, c'est une réponse ergonomique, en fait, qui permet de dire, là on centralise les questions les plus fréquemment posées. Et ensuite, on s'appuie sur des gens qui sont des professionnels qui sont disponibles. C'est un engagement avec les opérateurs. Donc, quand on les sollicite, ils répondent. Ça fait partie de leur fiche de poste, ça fait partie de l'engagement de l'institution. Donc, le relais se fait. L'idée, c'est pas de vouloir tout faire au même endroit,
et c'est de limiter l'errance administrative. Alors, Et ce dispositif le permet. alors, pour bien connaître le secteur médical, quand vous dites que voilà, peut-être les connexions se font, est-ce que ça va jusqu'à des personnes au sein de France Service qui prennent des rendez-vous pour les personnes, pour que justement les dossiers suivent, se poursuivent Oui, ça va jusqu'à là. Alors, ça dépend de nouveau, ça dépend des opérateurs, ça dépend de la prestation, l'offre est... je ne vais pas vous faire une réponse exhaustive, vous avez vu les 9 opérateurs. Par contre, il n'est pas rare, effectivement, que, par exemple, je prends l'exemple de la CPM, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller CPM. Cette prise de rendez-vous, elle s'opère sur différents canaux. Tout à l'heure, on évoquait le multicanal, hein. Ça peut être le téléphone. Il y a une forte incitation à utiliser l'outil en ligne. Bon, bah, une personne qui serait présente à France Service, on va l'accompagner pour prendre ce rendez-vous. Qu'est-ce qui manque à France Service selon vous aujourd'hui? Là, vous avez le recul que vous avez, c'est quoi? C'est une expérimentation? Alors, ce qui manque, on est sur la deuxième année d'exploitation, donc on commence un peu à maîtriser le périmètre. Voilà, alors c'est que je le répète, hein, c'est pas magique, ça ne répond pas à toutes les solutions, à toutes les situations. Ce qui manque, et là je rebondis un peu sur ce que vous disiez, monsieur Almani, c'est les personnes qu'on ne voit pas. Parce que là on commence à trouver des débuts de solutions, on tend vers l'amélioration continue, on cherche, parfois on trouve de bonnes façons de faire, et ça c'est les gens qui viennent à nous, les personnes que nous voyons. Les personnes que nous ne voyons pas, là aujourd'hui, je cherche encore. Et là, du coup, il n'y a pas effectivement, un croisé, en fait, et là, début de réponse. Il y a un enjeu de coordination là, qui se joue là, mais qui se joue ailleurs, vous le savez bien, mais pour moi, voilà, ce serait ça ce qui pourrait manquer ou ce qui devrait être développé. Et est-ce que vous êtes suffisamment connu des associations, de l'ensemble des personnes qu'on a autour ici? Certainement pas assez, d'où ma présence. Pour en dire deux mots, et puis dire quelque chose qui est important aussi, qui est peut-être un peu méconnu au-delà des opérateurs. France Service n'est pas un dispositif qui est territorialisé. Donc ce n'est pas parce que France Service est à Saint-Herblain qu'on ne s'adresse qu'aux personnes qui habitent Saint-Herblain. Ceux qui viennent à nous le savent et ne s'en privent pas, mais peut-être ça gagne à être partagé, le nombre d'opérateurs, mais aussi cette spécificité-là qui peut limiter peut-être une forme de non-recours un peu... Alors peut-être qu'on va s'adresser à François Gauthier. Comment, d'un dispositif comme celui-ci, on peut effectivement venir lui donner plus d'ampleur? Alors, je pense que ça a été extrêmement bien résumé sur le rôle et le positionnement de France Service, avec son rôle qu'il a de pouvoir accueillir, accompagner, mais il y a cet enjeu de détection des non-recourants, en tout cas des invisibles. Pour ça, il y a des actions qu'on peut conduire en complément. Il y a des actions d'aller vers qui sont conduites par le conseil départemental, par les services et par l'ensemble des associations. Il y a aussi, par exemple, dans les expérimentations de territoire zéro non-recours qu'on a pu développer, le déploiement, par exemple, d'ambassadeurs des droits, mais qui existent dans un certain nombre de démarches. Ça, c'est vraiment des démarches qui sont concrètes, qui permettent d'aller repérer des personnes qui sont les plus éloignées. Ensuite, il y a aussi un travail à conduire du point de vue des organismes de protection sociale, qui est un point essentiel sur comment est-ce qu'on simplifie l'accès aux démarches pour limiter en fait le recours aussi à France Service. Pour ça, il y a un grand chantier national qui a été lancé qui s'appelle la solidarité à la source, qui vise précisément justement à simplifier l'accès aux prestations sociales. Pour être plus concret, ça veut dire que quelqu'un qui demande le RSA actuellement et qui a sa déclaration trimestrielle de ressources à remplir chaque trimestre, à horizon 2025, ce sera fait automatiquement. Ça permet à la fois de simplifier l'accès, ça permet aussi de limiter les indus et rappels. Et c'est un point qui est essentiel. Ça marche quand on est dans le tout numérique, mais quand on n'est plus dans le tout numérique, comment ça marche? Alors là, cette question-là, c'est pour des personnes qui sont déjà dans le RSA, qui ont demandé leur demande, et donc pour eux, ce sera automatiquement renouvelé, sauf s'ils souhaitent faire une modification sur leur déclaration, mais ce sera automatiquement renouvelé. Pour une personne qui n'est pas dans le droit, donc les 35% de non-recours en RSA ou les 50% de non-recours au minimum vieillesse, là, ça, il faut aller détecter les non-recourants. Ça, il y a des démarches qu'on peut déjà conduire. Les CAF, par exemple, elles conduisent des démarches de ce qu'on appelle de data mining, qui vont aller repérer dans leur fichier allocataire, par exemple, un bénéficiaire des aides personnelles au logement qui pourrait avoir le droit à la prime d'activité, mais qui n'y a pas recouru. Alors, on fait des démarches pour aller croiser ces éléments-là. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Et là, on est d'accord que ça demande que ces personnes-là soient numérisées, en fait. Alors, et c'est ce que j'allais dire, et sur les personnes qui sont, elles, les plus éloignées, il faut conduire des démarches d'aller vers qui permettent à la fois d'avoir des travailleurs sociaux ou des personnes qui vont à la rencontre de ces personnes, et puis aussi de simplifier les outils. Je pense par exemple à un portail qui est essentiel dans la question de l'accès aux droits sociaux, qui est le portail mesdroitssociaux.gouv.fr,
qui permet, pour des personnes éventuellement qui accompagnent des personnes en situation de vulnérabilité, de tester l'accès potentiel aux prestations sociales. Et ça, c'est des outils de ce type, ça permet justement de faciliter l'accès aux droits. Alors, tout le monde trouvera autour de la table, je pense, des débuts de réponse à l'ensemble des questions que vous avez soulevées ou de solutions hein, que vous avez commencé à imaginer dans les ateliers. Mais je veux revenir quand même, la discussion elle est majeure. Tout numérique, ou pas, enfin avoir, ça pose quand même aussi la question des données, ça pose la question de savoir qui va contrôler tout ça, ça pose la question de savoir, est-ce qu'on est un bon citoyen bien connecté, bien numérisé, ou est-ce qu'on est un citoyen à côté, quoi. Ça pose plusieurs questions, effectivement, la numérisation à marche forcée. Je prendrai un sujet. Préfecture instruisent les demandes au titre du droit des étrangers. Jadis, il y a quelques années encore, voilà, il fallait se présenter à la préfecture, faire la queue, etc. On ne voit plus ces files d'attente devant la préfecture, non pas parce qu'il n'y a plus de demande, mais parce qu'il n'y a plus d'accueil physique sans rendez-vous, sans avoir pris rendez-vous. Et j'en discutais avec le sous-préfet en charge des différents services, M. Maclouf, et il m'expliquait que l'État ne reviendra pas en arrière, parce qu'il a supprimé des postes dans les préfectures pour faire des économies. Et donc toute la procédure a basculé sur le numérique. Oui, mais on a affaire là à des publics très précarisés, ça a été dit, loin de tout, loin des usages numériques, loin de la compréhension de la langue française. Et où est-ce qu'ils se présentent, ces gens, pour être accompagnés? Oui, voilà. Auprès des CCAS et des espaces départementaux de solidarité. Et des associations. Et voilà. Et donc, ils ne disparaissent pas par magie. Donc, il y a un report de ces flux-là sur les autres services publics. Et je peux vous dire que sur l'agglomération nantaise, les travailleurs sociaux du département font beaucoup de droits des étrangers. Et pendant ce temps-là, elles, parce que c'est majoritairement des femmes, elles ne peuvent pas faire autre chose. Il me revient aussi des retours sur le fait que la CARSAT, beaucoup d'administrations se sont fermées pendant le Covid, et un certain nombre d'entre elles n'ont pas rouvert leurs accueils physiques sans rendez-vous. Et ça, c'est très regrettable. Donc il faut remettre de l'accueil physique, il faut remettre des hommes et des femmes en face des usagers. Il n'y a pas d'autre solution. L'aller vers qu'on pratique, c'est parce qu'on rajoute des postes, qui sont cofinancés par l'Europe. Mais voilà, il n'y a pas de magie. Si on veut aller toucher les personnes, les rencontrer et prendre du temps pour vérifier leurs droits, il faut du temps de l'équivalent temps. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Avec une conséquence hyper grave, c'est que à fonctionner comme ça, on accentue la précarité dans laquelle sont les personnes. Si on prend la question des étrangers, par exemple, quand ils sont obligés de refaire leur carte de séjour, par exemple, ils sont obligés de prendre un rendez-vous. Souvent, ils ont un rendez-vous après la fin de leur date d'autorisation de séjour. Et donc, ça met ces personnes-là dans des situations inextricables. Et du coup, ils perdent un tas de droits, ils ne peuvent pas accéder au logement, etc. etc. Donc, il faut vraiment qu'on se pose la question de la proximité. Et puis, si je puis juste terminer, il faut remettre de l'humain, en fait, dans tout ça. Ça tombe bien parce que ça s'appelle Osons l'humain, facilitons l'accès au droit, effectivement. Il faut remettre de l'humain dans tout ça, parce que, évidemment, même nous qui sommes relativement à l'aise, on s'arrache les cheveux quelquefois, quand on remplit, quand on veut prendre rendez-vous chez Doctolib ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, il faut pouvoir accompagner les personnes quand elles viennent. Et c'est pour ça que nous avons des collectivités. Alors c'est évidemment le département avec son équipe mobile, mais nous avons, engagé sur la ville, plus de 2 millions d'euros pour ouvrir des pôles d'accueil de proximité dans les mairies annexes avec des personnes pour pouvoir accompagner les personnes, pour pouvoir les accompagner sur leur accès au droit. Et ça, j'ai envie de dire que heureusement qu'on peut le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Et donc, on se retrouve avec des poches, des villes avec des grosses difficultés de non-accès au droit. Eh bien, merci beaucoup. Juste alors, je suis désolé, on arrive à la fin. À l'écoute, voilà, Madame qui en antenne, comme on dit dans le Japon. Merci beaucoup. Oui. On vous remercie tous d'être venus, mais on voudrait faire un remerciement particulier pour notre animateur qui a su vraiment à merveille
préparé l'après-midi et puis animé les débats. Et honnêtement, chapeau.